Vous écoutez les féministes révolutionnaires sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Le 5 décembre 2023, nous avons réalisé une émission sur le projet de loi Asile et Immigration, dite Loi Darmanin, où on présente aussi deux luttes en cours de travailleurs et travailleuses sans papier. La première dans 3 communautés Emmaüs du département du Nord, et la deuxième sur les chantiers des Jeux olympiques et para-olympiques. Après la première diffusion de cette émission, nous avons organisé, le 15 décembre 2023, une soirée de soutien à la lutte contre la loi Darmanin. Pour la rediffusion d'aujourd'hui, on vous propose d'écouter en introduction notre prise de parole à cette soirée. On est le collectif féministe révolutionnaire et on tient un stand ici depuis le début de la soirée. On va profiter pour vous parler juste quelques minutes parce que on est là ce soir pour organiser une petite soirée de soutien à la lutte contre la loi Asile-Immigration, dite la loi Darmanin. Donc tous les fonds qu'on va ramasser dans cette caisse-là vont être reversés à la lutte contre cette loi. Donc, si on a voulu faire ça ce soir, c'est parce que nous, en tant que collectif féministe, anticapitaliste et antiraciste, nous défendons le droit à la libre circulation de tous. Nous luttons au quotidien contre l'exploitation et la discrimination. Et du coup, il est évident pour nous de lutter contre ce projet de loi raciste, néolibéraliste, déshumanisante. Oh, Et depuis une motion de rejet, quelque peu inattendue cette semaine dernière, la loi est actuellement en train d'être remaniée. Mais en fait, il ne faut rien attendre de ces remaniements. Il faut juste utiliser le temps qu'on a de plus pour mieux s'organiser et gagner du temps pour amplifier cette mobilisation. On va donc rapidement rappeler pourquoi cette lutte est aussi urgente et éminemment féministe. Oui. Alors, du coup, la loi Darmanin va globalement renforcer la dégradation et la criminalisation des personnes sans papier, des personnes musulmanes aussi. Elle va renforcer leur contrôle par l'État, justifier leur exploitation, leur enfermement, leur expulsion, leur mort. Elle projette de contraindre des personnes étrangères à travailler dans des métiers en tension en échange de l'accès au papier. Elle prévoit aussi la délivrance, le maintien et le renouvellement du droit de séjour conditionné au respect des principes de la République. Et en fait, en qualifiant de délit les atteintes au principe de la laïcité, elle justifie aussi le renforcement des contrôles et accroître la stigmatisation des populations non blanches. Elle va légitimiser les renforts de la police, les contrôles aux frontières et la construction des nouveaux centres de rétention administrative. Encore pour diviser. À chaque fois. Exactement. Oui. Oui, elle va considérablement complexifier et durcir les conditions de vie quotidienne des personnes sans papier sur le sol français en augmentant leur peur, leur précarité et leur isolement. Elle va renforcer les contrats raciaux, privant d'accès aux droits, des logements, du travail, de la santé, des papiers, les personnes migrantes et plus largement les personnes non blanches. Et elle va d'autant plus toucher les femmes et les minorités de genre, qui sont des personnes déjà précarisées par le système capitaliste de manière générale. On va préciser un petit peu en quoi ça va toucher particulièrement les femmes et les minorités de genre. Voilà, et c'est les tracts, vous pouvez les prendre, ils sont à disposition sur la table. Et ça s'appelle « Quelques raisons de s'opposer à la loi Darmanin ». La première raison, c'est que beaucoup de femmes migrantes en France dépendent de leurs conjoints au niveau de leur droit au séjour. Du coup, le fait de pouvoir perdre leur droit au séjour si elles quittent leur loyer, leur conjoint, dont tous les pouvoirs à celui-ci. Oui. Aussi, les durcissements pour l'obtention des titres de séjour ou de régularisation surexposent les femmes et minorités de genre migrantes aux violences,
Parce que comment quitter un conjoint français violent quand l'administration impose aux couples de vivre ensemble pour prouver leur relation et obtenir une régularisation? Et en troisième lieu, les titres de séjour pour les métiers et intentions est en vrai une porte ouverte envers l'exploitation assumée qui met encore plus en danger les minorités de genre. Les femmes migrantes sont sous-représentées dans les travaux domestiques, dans les ménages, la garde des enfants, l'aide à domicile, les soins, l'hôtellerie, etc., dans lesquels il est plus difficile de construire un rapport de force envers son employeur. Et l'accès à la régularisation ou au titre de séjour est encore plus difficile pour les travailleuses du sexe, car ce titre de séjour est conditionné au travail. En effet, il faut pouvoir justifier de ses ressources pour obtenir l'accès à un droit de séjour stable. Donc voilà quelques points en quoi ça va toucher particulièrement les femmes et minorités de genre. Oui, du coup, à travers Darmanin et sa loi, et c'est tous les projets de l'État néolibéral français, raciste, islamophobe et sexiste, qui construit les standards de l'immigration qui s'incarnent en vrai. Dans ses déclarations, Darmanin parle de gentils et de méchants migrants pour faire passer ses futures mesures racistes. L'objectif est d'une part de stigmatiser toujours plus, de construire une image des hommes étrangers qui viendraient voler le travail des Français et violer leurs femmes, et seraient ainsi les seules agences de la violence patriarcale. D'autre part, l'objectif est de permettre la mise en place d'un marché des personnes migrantes dociles et corvéables à merci pour les besoins des grandes entreprises et du capitalisme. Ce système permet aux femmes blanches d'accéder à des postes supérieurs pendant que les femmes issues de l'immigration gardent leurs enfants et entretiennent leur maison. Nous, notre féminisme, il est anticapitaliste. Une femme qui fait carrière en piétinant les droits et la dignité d'autres personnes ne sera jamais notre allié. Nous rappelons aussi que Gérard Darmanin est un agresseur sexuel qui jouit d'une impunité, notamment par sa position au pouvoir et qui reprend naturellement un vocabulaire d'extrême droite. T'as pas son adresse personnelle? J'aimerais bien, mais non. Qui utilise naturellement un vocabulaire d'extrême droite pour alimenter les discours haineux envers les femmes. Sa présence, même au sein du gouvernement, est un affront insupportable et chacune de ses allocutions sont des attaques dangereuses contre les femmes, les minorités de genre et les personnes racisées, les personnes étrangères et toutes les forces politiques qui luttent contre ces projets meurtriers qu'il qualifie à tort et à travers des terroristes. En tant que féministes, nous devons lutter contre cette loi et son application aux côtés de toutes les femmes et minorités de genre issues de l'immigration, toutes les femmes et minorités de genre musulmanes, tous les hommes qui subissent la politique raciste et anti-migratoire de l'État français. Notre féminisme est antifasciste, anti-impérialiste, antiraciste et anticolonial. On vous donne donc rendez-vous le lundi 18 décembre à 17h à Opéra pour manifester contre la loi Darmanin et son monde. Vous pouvez passer nous voir à notre table si vous voulez en savoir plus sur la mobilisation en cours ou si vous voulez savoir des choses sur notre collectif. On y vend des exemplaires de notre journal et puis des petits stickers, des badges et puis surtout on a une brochure formidable qui a été faite par des camarades à Grenoble qui fait un décryptage féministe de la loi Darmanin. Tout ça on vend à prix libre et donc tous les fonds qu'on collecte ce soir seront versés au mouvement, à la mobilisation en cours contre la loi Darmanin. Donc on se retrouve lundi 17h à Opéra. N'hésitez pas à vous tenir informés parce que certainement la manifestation va être interdite et donc le rendez-vous risque de changer, de se modifier. En tout cas, merci pour votre écoute. On vous laisse tranquille maintenant. Merci. Et tant qu'il le faudra, féministe et révolutionnaire. Bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi.
Comme tous les premiers vendredis du mois, vous êtes avec les Féministes Révolutionnaires. Donc, les Féministes Révolutionnaires, c'est un collectif parisien qui s'est créé en 2016 pendant les mobilisations contre la loi travail. Et on est un collectif qui essayons d'articuler anticapitalisme, féminisme et antiracisme, parce qu'on pense que ces trois systèmes, ils sont intimement imbriqués et liés, et que on n'a pas d'autre choix que de les combattre tous de front pour pouvoir, on espère, améliorer cette société. Moi c'est Hello des Féministes Révolutionnaires, et je suis avec ma camarade Nel. On n'a pas d'invité ce soir, mais on vous passera des extraits des gens qu'on a interviewés quand même. Et je laisse la parole à Nel pour le thème un peu de la soirée. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la question du travail sans papier, enfin des travailleurs sans papier, et de la loi Darmanin. Donc on va un peu essayer de... Enfin, il y a plusieurs... ce qu'on appelle le travail sans papier, c'est les personnes qui travaillent et qui n'ont pas de papier parce qu'elles ont des papiers dans un pays duquel elles sont originaires, mais l'État français ne leur donne pas de papier parce qu'ils sont en situation irrégulière, et c'est une situation que l'État français crée en ne donnant pas de régularisation. Ensuite, il y a plusieurs cas de travailleurs sans papier plusieurs modalités. Il y a les personnes dont l'employeur sait très bien que cette personne est dans cette situation et profite de cette situation, et parfois c'est des personnes qui n'ont pas de contrat de travail et qui du coup travaillent dans des conditions complètement abusives. Et il y a d'autres situations dans lesquelles l'employeur dit qu'il ne sait pas, donc parfois c'est plus ou moins vrai, mais en tout cas prétend qu'il ne sait pas que la personne est en situation irrégulière. Et pour pouvoir maintenir cette espèce de secret ou faux semblant, les personnes utilisent parfois le nom de quelqu'un d'autre ou des faux documents qui leur servent de documents d'identité. Selon les cas et selon les situations et les contextes, les logiques et les dominations qui s'exercent entre les employeurs et les personnes sans papier qui sont du coup dépourvues de défense et de protection par le droit du travail sont très différentes. Aujourd'hui, on a choisi de parler de 2 cas particuliers et 2 mobilisations, puisqu'elles sont des luttes en cours. D'abord, de la mobilisation qu'il y a dans les Emmaüs du nord de la France. Puis, on parlera des mobilisations des travailleurs sans papier sur les chantiers des Jeux olympiques et para-olympiques. Et on fera le lien avec la loi Darmanin. Donc, on peut commencer peut-être par les mobilisations autour des Emmaüs du Nord. Allons-y. Alors, le contexte. Depuis le 1er juillet, il y a plusieurs communautés Emmaüs du nord de la France qui sont en grève. En septembre, les compagnes et compagnons de Nieppe ont rejoint la lutte, déjà entamée par ceux de Saint-André-les-Lilles, de Grand-Sainte et de Tourcoing. Ces grèves, dont la première dure depuis 5 mois, aujourd'hui 5 mois parce que c'était depuis le 1er juillet, sont la conséquence directe d'années d'exploitation à coups de rétributions dérisoires, de congés refusés, de violations de la vie privée, d'insultes racistes et de promesses de papier jamais concrétisées. Donc, le système Emmaüs, qu'est-ce que c'est ? Alors, le système Emmaüs, c'est quoi ? Donc, en fait, les grévistes, pour la plupart, sont des sans-papiers employés par des différentes communautés qui représentent l'association. La situation légale, elle n'est pas évidente, pas claire, parce que ce sont des travailleurs-travailleuses solidaires et pas des employés ou salariés. Les compagnes et compagnons sont sous le régime d'un système de contrepartie. Emmaüs fournit leur logement, repas et une allocation mensuelle en attendant du travail en retour dans les boutiques. Donc, elles sont responsables d'accueillir des donateurs, de trier les dons, de gérer les boutiques. Voilà, si vous êtes déjà allé dans des boutiques Emmaüs, vous voyez un peu le système. Donc, dans ces communautés, on trouve généralement des familles, des enfants scolarisés. Et dans les communautés du Nord qui sont actuellement en grève, les différentes directions qui dépendent pas en fait d'Emmaüs France, elles font miroiter aux travailleurs et aux travailleuses sans papier une régularisation qui n'arrive, pour ainsi dire, jamais, et qui font totalement fi du code du travail. À Saint-André-les-Lys, à Grand-Sainte, à Tourcoing ou à Nieppe, donc tous ces endroits, les compagnes et compagnons travaillent plus de 35 heures par semaine pour une rétribution dérisoire d'environ 150 €. D'après les témoignages des porte-paroles des grévistes, il ne s'agit plus simplement de travail, mais bien d'une situation d'emprise et de dépendance des travailleurs et travailleuses sans papier face à leur direction. Comme on peut comprendre grâce à la déclaration d'une gréviste au journal Le Parisien, donc je cite: « Je travaille du mardi au samedi, de 8h à midi et de 13h à 17h, pour un volume horaire total de 40 heures par semaine.
avec un salaire mensuel de 200 €, dont 50 € de loyer et de charges. En réponse à ces allégations et à ces plaintes, Emmaüs France annonçait en été le lancement d'un audit externe indiquant que je cite, les faits évoqués dont nous n'avions pas connaissance sont particulièrement graves et choquants, s'ils sont avérés. Mais voilà, après ces annonces pour l'été, la situation, elle persiste toujours. Et pour revenir un petit peu sur l'historique de cette démarche judiciaire, en fait, à l'origine, c'était le parquet de Lille qui s'était auto-saisi pour monter une enquête visant la direction du Emmaüs de Saint-André-les-Lilles, d'après des témoignages qui leur avaient été remontés. Et l'enquête, elle a été ouverte pour traite d'êtres humains. Et en juillet, donc le 1er juillet 2023, cette année, les compagnons d'Emmaüs qui étaient concernés, donc à Saint-André-les-Lilles, décident de porter directement plainte en leur nom, ce qui a donné plus de poids et plus d'ampleur à la procédure judiciaire. Actuellement, depuis cette date, la plainte pour traite d'êtres humains, travail dissimulé et abus de confiance sur personnes vulnérables, elle est toujours en cours d'enquête et elle avance. Parallèlement, les personnes de cette communauté sont toujours en grève et la tiennent tous les jours depuis. Donc le piquet de grève est très joyeux et surtout soutenu par de nombreux soutiens extérieurs qui viennent régulièrement. Et en fait, récemment, il s'est passé des soucis. Donc, ça faisait un moment que les grévistes se disaient qu'ils pensaient à diversifier leurs pratiques d'action et comment faire parler d'eux autrement que sur le lieu de leur piquet de grève. Et pour ça, ils ont commencé à se dire qu'ils pouvaient aller devant la mairie du village tous les jours pour demander une discussion avec la maire qui les avait jamais reçus jusqu'à ce moment-là. Et donc comme ça, leur grève commençait à s'étendre un peu au-delà de leur lieu, ce qui ne plaisait pas trop. Et donc, une semaine après le moment où ils ont commencé à aller tous les jours devant la mairie et à un peu sortir de leur lieu de grève et s'emparer un peu plus de la ville, il y a les forces de l'ordre la police qui est venue les réveiller en rentrant de force dans le local, dans le lieu dans lequel en fait à la fois ils habitent et à la fois ils travaillent parce que du coup c'est le même lieu. Pour simplement leur remettre des convocations qu'ils auraient très bien pu leur envoyer par la poste, mais du coup c'était une altercation assez violente de se faire réveiller de cette manière-là. Et du coup, s'en est suivi une suite de violences policières où, alors que les personnes de la communauté Emmaüs qui étaient présentes montraient vraiment pas de danger du tout pour la police. Ils ont été gazés. Il y a 2 personnes qui ont fini aux urgences. Et un peu plus tard, il y a eu 2 blessés, sans gravité. Mais en tout cas, c'était un événement assez choquant. C'était le 23 novembre, ça c'est ça, à Saint-André-les-Lilles. Les Lilles, je sais pas. Et depuis ce moment-là, en fait, pour le moment, comme l'enquête elle est en cours, il n'y a pas vraiment de possibilité pour la préfecture d'expulser les grévistes, mais simplement du coup, ils ont recours aux autres moyens qu'ils ont d'intimidation pour essayer de rendre leur grève la plus difficile possible. Donc, d'où la présence policière tous les jours. Il y a aussi eu, il y a plusieurs péripéties, mais en tout cas, là, actuellement, leur grève, elle se continue face à face avec des policiers qui sont toujours là. Et aussi, la direction de la communauté Emmaüs locale a décidé de couper le chauffage. Donc, parce qu'en fait, pour être un peu concret dans les conditions dans lesquelles ils sont actuellement, en fait, ils avaient un salaire, pas vraiment salaire parce que c'est pas du salariat, mais une allocation, de l'argent de poche, on va dire, de 150 € par mois qui était versé par Emmaüs. Et du coup, depuis qu'ils sont en grève, ils n'ont plus ça. Et c'est la CGT qui prend le relais sur la grève et qui assure les repas et ces revenus de 150 € par mois et par personne. En revanche, ils étaient aussi logés par leurs employeurs, Emmaüs. Et ça, pour le coup, ils n'ont pas pu être expulsés, encore heureux. Ils sont toujours dans ces mêmes lieux.
mais donc en ne faisant plus le travail en échange. Donc en fait, il y a une certaine ambiguïté qui fait que... Pour être expulsable, à la limite... Pour le moment, c'est pas le cas, ils sont pas expulsables, tant que l'enquête justement pour traite d'être humain est en cours. Mais ils sont dans une situation très précaire, puisque du coup, il y a des familles avec des personnes âgées. Il y a notamment 2 personnes qui sont malades, qui du coup vont passer l'hiver sans chauffage, puisque pour le moment, il y a pas de, il souhaite, il y a pas d'issue proche à cette grève, puisqu'en fait l'enquête va prendre beaucoup de temps et que tant que c'est en cours, ils continueront la grève. Ils sont très déterminés et en fait pour le moment ça prend cette tournure. Donc on a, je sais pas si on a des choses à rajouter. Peut-être on a beaucoup parlé d'eux, mais peut-être qu'on peut leur donner la parole. Nous avons recueilli des témoignages sur place entre le piquet de Nieppe et de Saint-André-les-Lilles. Les compagnons nous parlent de leurs conditions de travail, des fausses promesses au sujet de la régularisation, mais aussi du racisme dans la présidence ces Emmaüs. Donc on a une camarade qui a fait un petit reportage sonore qu'on vous propose d'écouter. On est là, même si Emmaüs veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Emmaüs veut pas, nous on est là. Les conditions de travail Emmaüs-Nieppe ne sont pas vraiment acceptables parce qu'on n'a pas de tenue de travail, on n'a pas de blouse d'atelier, on n'a pas de casque de sécurité ni des lunettes. On n'a pas tout ça. C'est une seule fois seulement qu'on a eu la chance, puisque c'était des dons, on a eu la chance d'avoir 2 paires de chaussures. Depuis ce temps-là, puisque ça fait au moins 2 ans, depuis lors, on travaille sans sécurité. Voilà, il n'y a pas de casque, il n'y a rien. Et dans le même temps, nous faisons 40 heures de travail par semaine pour un salaire de 380 € dans lequel on nous prélève 50 € pour les frais de location. Donc quand on travaille comme ça, on s'attend quand même à la fin de tout ça à une régularisation parce qu'en fait nous sommes considérés comme des travailleurs bénévoles, pourtant c'est pas le cas. Nous faisons 40 heures de travail par semaine et ça parfois même des heures supplémentaires. On va faire des livraisons après les heures de travail, après 17 heures du soir. Après 3 ans, j'ai fait un dépôt à la préfecture de Dunkerque, j'ai eu un refus. Et eux, ils n'ont même pas fait le refus, le recours pour moi. Et là, après 5 ans, il m'a dit vous, les Algériens, vous devrez rester 10 ans sur le territoire. Comme ça, vous allez avoir votre papier. Après 10 ans. Il n'y a pas d'accompagnement au niveau administratif pour permettre les gens vraiment de sortir de la précarité. Avoir un titre de séjour dans ce cadre-là, vraiment, la direction ne fait pas grand-chose. Il faut qu'on précise que depuis le tournage de ce reportage sonore sur place, il y a eu de nombreux rebondissements à cette histoire. Et notamment, les compagnons ont été assignés pour occupation et dégradation de leur lieu de travail. Et en fait, comme leur lieu de travail, c'est aussi leur logement, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est même assez bizarre en fait de reconnaître une occupation de l'endroit où l'on vit. La dernière chose que j'ai pas précisé, c'est que suite aux violences policières qui ont eu lieu très récemment, les compagnons ont décidé de porter plainte contre ces violences policières. Et je trouve que c'est quand même assez important de savoir ça, qu'en tout cas ils sont convaincus et c'est très clair dans la situation qu'ils sont dans leurs droits et qu'il y a eu des situations abusives et ils sont en train de se mobiliser et lutter ensemble contre cette situation et ils sont très déterminés dedans. Bien sûr, c'est dur. Je pense on imagine qu'il va y avoir des moments de découragement, surtout avec l'approche de l'hiver. Ça va pas forcément être facile, mais ils sont déterminés et du coup, ils ont besoin de force. Ouais. L'idée là, pour nous, c'est aussi en fait vraiment d'amener, de massifier un peu cette lutte. En fait, on imagine que quand ils étaient sur leur lieu de travail, personne, on voyait rien. Voilà, dès qu'ils ont essayé de sortir dans la ville, d'interpeller le pouvoir public, d'avoir vraiment une visibilité, une présence de cette grève qui est quand même très dérangeante pour en plus Emmaüs, qui est censé être, qui a une certaine image à maintenir aussi.
la violence s'est déclenchée là du côté de la police. On est vraiment dans une situation là où nous on a un rôle à jouer, enfin dans ce cas de soutien. Donc de leur porte-parole, ce qui est dit, c'est surtout qu'en fait il faut donner à la caisse de grève. Parce que voilà, en fait, le soutien syndical, il peut pas être aussi illimité. Donc, il y a possibilité de donner aux caisses de grève pour soutenir la lutte et de rendre visite aux piquets de grève sur place. On sait que c'est important le soutien en fait en présentiel dans ce genre de moment. Donc, c'est possible d'aller, en tout cas pour celui de Saint-André-les-Lilles, du lundi au samedi de 8h à 16h30, d'aller en soutien sur les piquets de grève. Avant de passer donc à une autre grève en cours des travailleurs et travailleuses sans papier sur les chantiers des Jeux Olympiques, on va faire une petite pause musicale avec un chant révolutionnaire qu'on aime beaucoup aux féministes révolutionnaires, Le Pieux, les Stacks, qu'on vous passe tout de suite. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, et nous aurons la liberté. Une ambiance de folie dans le studio. Vous êtes toujours sur 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel avec les féministes révolutionnaires dans l'émission Mode d'emploi. On a parlé donc des grèves en cours dans les Emmaüs du Nord et on va revenir sur une autre grève mobilisation récente du 17 octobre. Donc des travailleurs sans papier employés sur les chantiers des Jeux Olympiques 2024 évidemment et Paralympiques ont fait grève et occupé le chantier de l'Arena à la porte de la Chapelle. Ils étaient réunis avec des collectifs de sans-papiers, donc les Gilets Noirs, CSP 75, CSP 20, le CSP Montreuil et le collectif Droit Devant, et la Marche des Solidarités et le syndicat CNTSO. Et donc notre camarade Nel a rencontré Maudie et Abdoul qui étaient présents ce jour-là et ils reviennent sur ce qui s'est passé, ce qu'ils ont obtenu. On vous propose de les écouter tout de suite. Moi, je me présente, je m'appelle Maudie Diawara, je milite au sein des collectifs sans-papiers de Montreuil depuis 3 ans. Je suis en France depuis 6 ans. J'ai toujours travaillé, mais je ne suis pas encore régularisé. Moi, c'est Abdoul. Je milite pour un collectif d'autodéfense qui s'appelle Gilets Noirs CNTSO. Ça fait très longtemps que j'ai découvert ce collectif-là. Ça m'a permis de militer vis-à-vis de mon engagement et aussi la lutte vraiment noble que je vis. Donc ça m'a vraiment donné envie d'être actif et de se battre pour réclamer tout ce qui est le droit. Et est-ce que tu peux présenter ce que c'est le collectif Gilets Noirs ? Le collectif Gilets Noirs, c'est un collectif autodéfense des travailleurs immigrés, entre guillemets les travailleurs sans papier et aussi avec des papiers, et qui se milite beaucoup sur l'environnement des étrangers, y compris le logement, dans les structures de logement des étrangers qui se retrouvent dans le foyer. Et aussi dans les lieux de travail, on se milite beaucoup sur ces deux parties-là. Et on a un lien aussi avec un syndicaliste CNTSO qui nous permet de passer dans plusieurs caps que la lutte nous donne. Et aussi un lien avec tout le collectif des sans-papiers, avec la marche de solidarité. Voilà, on est présent dans plusieurs secteurs différents et soutient à tout le collectif qui se bat pour la dignité et la liberté pour tous. Nous avons organisé une grève pour les sans-papiers, pour les personnes en situation irrégulière qui travaillent sur les chantiers des JO. Alors, une grève, c'est un droit, que ce soit avec les papiers ou pas. Ce n'est pas le papier qui travaille, c'est l'humain qui travaille. Pour nous, un sans-papier doit avoir même droit que celui qui a de papier. Nous sommes tous des humains. Dans ce sens-là, nous avons lancé une grève sur ce chantier-là le 17 octobre le matin. On s'est organisé longuement avant la date. Il y a eu des camarades qui travaillaient, les camarades sans papier qui travaillaient sur ce chantier-là, qui ont venu voir le collectif des sans-papiers, le syndicat,
en nous expliquant leurs problèmes. Du coup, on a pris ça à bras le corps. On s'était dit, pourquoi pas faire une grève. Ils étaient déterminés, hein. Ils avaient envie de faire une grève, ils avaient envie de revendiquer leurs droits, ils avaient envie d'avoir le même droit que tous les travailleurs. Et du coup, là, ce jour-là, le 17 octobre, la revendication, c'était quoi, précisément? La revendication, en fait, les revendications, il y en avait plusieurs. L'idée, c'était, dans un premier temps, exiger la régularisation de toute personne qui travaille sur ce chantier-là, mais aussi ailleurs. Aussi de respecter les droits des humains, les droits des personnes. Arrêter l'exploitation. On est rentré vers 6 h du matin sur les chantiers. On était sur les chantiers au bout de quelques heures et les responsables sont arrivés sur place. Ils ont été informés qu'il y a une grève. Il y a une grève, du coup, le chantier s'arrête tout de suite. Les responsables, ils ont vu des personnes qui connaissent ces personnes-là qui sont sur les chantiers, qui travaillent sur ces chantiers-là, qui sont sans papier, qui viennent de les découvrir là maintenant. Parce qu'avant ça, les employeurs disaient qu'ils ne savaient pas que les personnes étaient sans papier. Exactement. Les employeurs, dans un premier temps, ils disaient que je ne connaissais pas ces personnes-là. Il y a d'autres personnes qui étaient sur les chantiers, qui ont même commencé à travailler. Ces personnes-là, ils sont sortis sur les chantiers avec leur tenue de travail, se joindre à la grève. C'est en ce moment-là, ils ont reconnu que oui, c'est vrai, on est en train d'exploiter les sans-papiers. Donc à ce moment-là, les négociations commencent entre la délégation, y compris les syndicats, le représentant du collectif des sans-papiers, les employeurs, c'est-à-dire le responsable des entreprises sur place, avec un responsable de mairie de Paris. Donc ces négociations, ça a duré tout le long de la journée, jusqu'à 20 h. Nous avons obtenu la régularisation de toute personne qui travaille sur ces chantiers-là. Pas que, mais toute personne qui travaille avec 7 sous-traitants et donneurs d'ordre. Sur les chantiers, mais aussi ailleurs des chantiers. Donc c'est très important parce que ce n'était pas facile que les employeurs acceptent que toute personne qui travaille avec eux, on les régularise. Une deuxième chose qu'on a obtenue aussi, toute personne qui ont travaillé avec ces entreprises, qui ont été licenciées 3 mois avant le 17 octobre, seront régularisées. C'est qui les employeurs? En fait, le nom, on a eu un protocole d'accord auquel c'était... on s'était dit, on ne va pas avouer les noms des employeurs, les noms des entreprises. Mais j'aimerais expliquer les donneurs d'ordre ici en France. Ils créent des sous-traitants pour recruter des sans-papiers. Les grandes entreprises classiques du bâtiment. Exactement. Les grandes entreprises classiques du bâtiment, ils créent des sous-traitants, des petites entreprises, pour recruter des sans-papiers. Du coup, quand il y a la grève ou il y a des actions, ils disent le problème, ce n'est pas nous, c'est eux. Là, nous, on s'attaque maintenant à donneurs d'ordre, à ces grandes entreprises, en leur disant que vous êtes complices. On a compris votre jeu, du coup, on s'est attaqué à eux. Parce qu'on s'est attaqué à eux, ils ont assumé, la négociation était longue, on a obtenu quand même toutes personnes qui ont travaillé avec eux sur les chantiers, et aussi ailleurs des chantiers, c'est-à-dire sur d'autres chantiers, qu'on leur garantit leur CERFA. Et du coup, ça, à partir du moment où les travailleurs ont ce CERFA, ils n'ont pas automatiquement... Enfin, c'est la première étape pour la régularisation, c'est ça? Ça, c'est le mécanisme de la préfecture, c'est la première étape de la régularisation. Parce que là, il faut savoir que le travailleur se régularise par circulaire Valls, qui a été depuis 2012. Donc, ces circulaires t'est dit il faut 24 fiches de paye, 3 ans de présence. Mais sauf qu'après avoir 24 fiches de paye, même si on n'a pas le droit de travailler, et 3 ans de présence, tu dépends de l'employeur. L'employeur doit fournir les CERFA pour accès à la régularisation. Sauf que les employeurs, ils ne veulent pas. La plupart des employeurs licencient le sans-papier à partir du moment où ils apprennent que leur employé n'a pas de papier.
C'était Maudit et Abdoul sur donc le piquet de grève du 17 octobre sur le chantier des JO. Donc évidemment, le contexte victorieux de cette grève, il est particulier parce que c'est les JO, où les délais de livraison du chantier sont très serrés. L'enjeu pour la France, c'est énorme. Chaque jour de grève où les chantiers sont à l'arrêt, c'est un manque à gagner, un risque vraiment pour le gouvernement français et pour la ville de Paris. En plus de ça, la ville de Paris s'est engagée à faire des JO les plus propres possibles sur le plan écologique et social. Donc il y a vraiment un enjeu de représentation et d'image. En fait, ils peuvent pas laisser ce genre de grève se voir. Et donc la mairie s'est positionnée en intermédiaire pour mener les négociations avec les employeurs et aider les travailleurs à obtenir gain de cause. Si cette situation, elle peut nous enseigner quelque chose, c'est vraiment d'utiliser les lieux symboliques là où il y a un enjeu particulier sur le bon déroulé du travail, sur la représentation. En fait, là, sur les JO, on a il y a un vrai terrain en fait pour faire entendre des revendications. Et aujourd'hui, 1er décembre 2023, il y a une nouvelle péripétie dans cette histoire, donc une nouvelle journée de grève et d'occupation du chantier de l'Arena, porte de la Chapelle, ce matin à 10h. Donc en fait, pareil, aujourd'hui, donc le syndicat CNT SO avec les collectifs sans papier, donc CSP 75, CSP Montreuil, donc les GL noirs droit devant, ont souhaité donc poursuivre cette lutte contre cette machine à exploiter qui est toujours en marche en fait sur les chantiers, et de pas lâcher les donneurs d'ordre qui cherchent toujours à se laver les mains et à étouffer un peu cette histoire. Ils ont dénoncé notamment que Bouygues ne respectait pas le protocole d'accord qui avait été signé vraiment ce 17 octobre. Ils ont refusé que les demandes de régulation soient déposées en préfecture. Ce qui avait été décidé donc ces négociations. Et en fait, ils ont été reçus le jour même. Là, ils ont été reçus cet après-midi à 14h30 à la mairie pour une rencontre avec la mairie comme médiation. Donc là, à l'heure qu'il est, vous nous excuserez notre travail d'investigation, on n'a pas le rendu des négociations, mais on va vous lire un extrait du communiqué en fait qui a été sorti suite à cette mobilisation. Donc, je cite: Le gouvernement français joue son éternel double jeu. Il faut construire. Hier dans les usines, à la guerre, dans le bâtiment. Aujourd'hui, il faut construire dans les infrastructures des Jeux Olympiques et du Grand Paris. Et ce sont les immigrés, et tout particulièrement nous, les sans-papiers, qui vont les faire sortir de terre à la sueur de nos fronts, au prix de notre santé. Pendant ce temps, sur la scène politique et médiatique, les immigrés sont pointés du doigt comme la source de tous les maux, de la France, voire de l'Europe, comme un problème à éradiquer. On dit assez. La loi Darmanin vient révéler cette contradiction en s'inscrivant dans une ligne de loi restreignant toujours plus l'accès au titre de séjour et en renforçant l'arsenal répressif. Cette fois, la France nous tend un piège, nous imposer le papier travail, qui n'est en réalité qu'un artifice au service des patrons pour qu'ils puissent nous exploiter légalement. C'est un retour en arrière qui piétine les droits arrachés par nos aînés depuis les années 70. On nous dit « vous n'êtes pas des humains, vous n'êtes que de la main-d'œuvre. Dans tous les secteurs les plus durs, tuez-vous au travail et dormez dans des foyers indignes. À tout moment, nous pouvons vous mettre dehors, vous n'avez pas le droit d'être là sans patron. » Nous refusons cette loi et ce faux papier. Arrivés ici hier, aujourd'hui ou demain, nous sommes chez nous. Nous ferons grève partout jusqu'à obtenir notre dû. Pas de papier, pas de JO. Donc c'était le communiqué des collectifs sans papier sur les chantiers des JO. Donc c'est quand même, des mots. C'est un extrait du communiqué, pardon. Ouais, c'est vraiment des mots, forts là sur ce qu'ils subissent. Et ça va nous servir en fait de transition avec ce qui est évoqué là. Donc les modalités de la loi Asile Immigration, dite loi Darmanin, qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. Mais avant donc de revenir là-dessus pour la dernière partie de cette émission, on va vous passer un deuxième extrait musical des Vulves Assassines qui s'appelle Le Préfet. Il a le képi.
brouillard enveloppe la région. C'est que le charognard y déploie ses légions. Lis 3 fois ce poème quand le soleil est haut. Ardois sous un vieux chêne de cisailles de faux. Choisis tes compagnons et soulage la terre. Fais fuir le démon pour une année entière. Le préfet hurle à la mort, il appelle sa horde. Mettons nos enfants aux abris, allons abattre l'ordre. Le préfet hurle à la mort, il appelle sa horde. Mettons nos enfants aux abris, allons abattre l'ordre. Le préfet hurle à la mort, à la mort, à la mort. Si la lune est pleine, que les chiens aboient. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on est les féministes révolutionnaires avec vous ce soir. On a parlé de 2 cas de lutte de travailleurs sans papier dans des communautés Emmaüs aux alentours de Lille et sur les chantiers des travailleurs des JO. Et maintenant, on va parler de la loi Darmanin qui est actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Pour vous parler de cette loi, on s'est appuyé sur un travail qui est très bien, donc on va aussi en parler un petit peu, qui a été fait par nos camarades de Grenoble, du groupe féministe antifasciste 38, donc le département de Grenoble, qui ont fait toute une brochure de décryptage féministe de la loi Darmanin, qui est très bien fait et intéressant, donc on vous invite à aller voir cette brochure qui est accessible sur Internet. Donc, pour en venir à la loi en elle-même, qu'est-ce que c'est ? Donc, le projet de loi nommé Asile et Immigration est porté par Darmanin. C'est pour cela qu'on parle parfois de la loi Darmanin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi n'est pas la première relative à l'asile et l'immigration en France. Le droit des personnes étrangères est sans cesse renouvelé et sans cesse durci. Ce que propose Darmanin dans son nouveau projet de loi, c'est l'illustration d'un gouvernement qui est toujours plus raciste et toujours plus sécuritaire. Rappelons au passage que notre ignoble ministre de l'Intérieur a été formé à l'Action française, qui est un groupe d'extrême droite royaliste, qui a aussi eu des actions violentes. Enfin, on peut en tout cas... c'est un groupe d'extrême droite, donc en fait, il n'est pas macroniste, il est d'extrême droite. Ce que recouvre ce nouveau projet de loi, il y a plusieurs points qui ont été rassemblés dans cette loi, qui sont en fait, qui un peu est tout un truc qui est passé là en ce moment au moment de Noël, dont certains points qui sont traînés depuis très longtemps et qui n'avaient pas été passés dans notamment la loi séparatiste 2 et qui là maintenant se retrouvent ici. Donc on va essayer de lister les points. Dans un premier temps, le projet de loi il a pour but de durcir la possibilité d'obtenir un titre de séjour en instaurant un titre de séjour temporaire, mention travail en tension. Donc ça signifie que le nouveau titre de séjour liera le ou la migrant ou migrante à l'emploi dans des secteurs en tension et que ce sera la condition pour avoir ce titre de séjour temporaire et si la personne ne travaille plus dans ce secteur, il perd aussi ce titre de séjour. Il faudra donc prouver son activité salariale pour garder ce titre de séjour. Le projet de loi doit donc être compris en complémentarité avec le néolibéralisme cher à Macron. En effet, le libéralisme et le racisme marchent ensemble. Le capitalisme a besoin d'exploiter et discriminer pour fonctionner. Ce nouveau titre de séjour est donc la porte ouverte à l'exploitation des personnes exilées et à des situations de dépendance extrême avec les patrons. Si une personne a besoin de travailler pour être régularisée, elle va être obligée d'accepter n'importe quelle condition de travail et les patrons, on le sait, ne s'en priveront pas. Peut-être je peux te laisser la parole, Lolo. Ouais.
Donc le deuxième objectif du projet de loi, c'est d'étendre la double peine. Donc en fait, aujourd'hui, si une personne sans papier en France est condamnée pénalement, et on sait que la police et la justice sont racistes structurellement et condamnent beaucoup plus facilement les personnes non blanches, avec cette nouvelle loi, cette personne, elle sera automatiquement menacée d'expulsion. Cette mesure, elle vise les personnes sans papier comme les personnes étrangères. Donc ce projet, il n'est pas uniquement anti-migratoire, il est vraiment purement xénophobe et raciste. Voilà, c'est pas seulement les personnes sans papier qui sont visées, c'est vraiment toute personne que le gouvernement va considérer comme étrangère, et pas franco-français. Donc la loi, elle veut systématiser et allonger ce qu'on appelle les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, pour les migrantes condamnés pour menaces graves à l'ordre public. Le projet de loi, il prévoit également de retirer les titres de séjour en cas de non-respect de principes de la République. Ces deux notions sont très vagues et elles permettent en fait toutes les interprétations. Il faut voir qu'aujourd'hui, la France distribue quand même environ 100 000 OQTF par an. C'est un peu la fête. Dans la loi, il est aussi prévu de couper l'accès aux aides sociales à l'enfance aux jeunes majeurs qui ont un OQTF. En parallèle, le projet s'accompagne de la volonté de construction de nouveaux CRA, donc CRA, des centres de rétention administrative, qui sont des prisons pour sans-papiers où les conditions sont inhumaines. Le gouvernement veut doubler le nombre de places en CRA et doubler la durée maximale de rétention à 2 ans pour les personnes sous OQTF. Il y a 1 an, le gouvernement a fait voter la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoyait déjà le doublement des places en CRA d'ici 2027. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous renseigner sur le sujet, on vous conseille de suivre le blog du collectif Abat les CRA, qui publie des témoignages de personnes enfermées dans les CRA, des analyses politiques, etc. Pour continuer, le projet de loi qui a déjà été examiné au Sénat début novembre, et celui-ci n'est pas privé pour endurcir encore plus la loi Darmanin. Et oui, c'est possible, on ne pensait pas. Et notamment, l'exemple le plus frappant qui a été assez médiatisé, c'est la volonté de supprimer l'AME, donc c'est l'aide médicale d'État. C'est un dispositif qui permet, sous plusieurs conditions, aux personnes sans papier d'accéder aux soins gratuitement en France. Et c'est une certaine considération humaine qui a été proposée par la France jusqu'à maintenant et qui représente, il me semble, 0,4% du budget de la Sécu. Donc c'est vraiment pas un problème financier. L'objectif, c'était de transformer en autre chose, donc l'aide médicale d'urgence, AMU. Mais depuis, les députés ont voté, et encore heureux, le rétablissement de l'AME dans du coup la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, à suivre ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, il y a des personnes qui étaient prêtes à considérer qu'on pouvait supprimer l'AME. Et comme le montre l'exemple de la suppression de l'AME, le 14 novembre, un texte encore plus indigne a été voté par le Sénat. Il propose l'instauration de quotas migratoires qui conditionnent les prestations familiales et les allocations d'aide au logement au fait de rester en France depuis plus de 5 ans avec un titre de séjour. Il propose de rétablir le délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé en 2012 et qui stipule que le seul fait d'être en séjour irrégulier constitue en soi un délit. Contrairement à en ce moment où le délit, c'est le fait de rester sur le territoire après avoir reçu une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Mais avant d'avoir reçu ça, il n'y a pas en soi de délit à être sur un territoire. Nous avons donc de quoi nous inquiéter et nous devons nous mobiliser contre ce nouveau texte qui sera discuté dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Et pour en finir... Pour en finir, sur ce projet de loi, à l'aide toujours de ce même décryptage féministe dont on vous parlait en début, donc c'est le décryptage qui a été fait par 2 collectifs féministes grenoblois, j'avais fait une erreur, le groupe féministe antifasciste, mais aussi Nous Tous 38. Elle propose donc une analyse féministe de la loi Asile et Migration afin d'expliquer pourquoi, en tant que féministes, nous devons nous opposer à ce projet particulièrement. Déjà, on le voit vite, l'invocation des principes républicains et de la laïcité vise à exclure les femmes musulmanes et les femmes qui portent le voile. On l'a dit, la délivrance, le maintien et le renouvellement du droit de séjour sont conditionnés au respect des principes de la République,
qui ne cachent pas leur islamophobie, leur volonté d'exclure les musulmanes de tous les espaces. Les principes républicains s'établissent en opposition à une partie de la population sans jamais en nommer la religion, alors même que tout est explicite. Par exemple, le projet de loi mentionne la possibilité de retirer le titre de séjour à l'école en cas, et on cite dans le texte, d'encouragement au port ostensif de signes de tenue religieuse, incitation à la prière au sein de l'école, contestation d'un enseignement ou du contenu de l'enseignement auprès d'un instituteur ou professeur, refus d'activités scolaires, notamment sportives. C'est particulièrement choquant, je trouve, le fait que du coup des comportements qui sont de l'ordre de comportements d'ados en plus puissent conditionner des titres de séjour. Là, je me donne la parole parce que je vais péter un plomb. En fait, juste une parenthèse, mais il faut voir que ces incitations à dénonciation au sein de l'école, en fait, on les subit. Donc, je parle là rapidement en tant que professeur dans l'éducation nationale. En fait, on va nous demander vraiment de faire remonter. Donc, ça s'est vu par exemple avec l'hommage qui a été rendu au collègue qui a été assassiné dans un lycée d'Arras. En fait, la hiérarchie demande, faites remonter les élèves qui auraient des propos, contraires aux valeurs de la République. Et donc, il y a eu il me semble que le bilan final, c'est 85 élèves qui ont été exclus de leur établissement pour ce motif. Donc, en fait, on en est là déjà. Et donc, cette loi, en plus d'être raciste et sexiste, elle est sexiste. Donc, on sait en fait que l'accès au travail pour les femmes migrantes, il est extrêmement difficile, plus encore. Et ça ne va faire que se renforcer avec ce type de séjour conditionné au travail dans les secteurs en tension. Dans ces brochures, en fait, les féministes de Grenoble nous l'expliquent bien. Je cite, les femmes migrantes sont surreprésentées dans le travail domestique, ménage, garde d'enfants, aide à domicile, hôtellerie. La dépendance à l'employeur, donc elles ne peuvent pas perdre leur travail, donc puisque ça conditionne l'obtention de titre de séjour. Cette dépendance favorise largement la surexploitation. Évidemment, ces métiers sont extrêmement mal payés, épuisants. Elles doivent donc faire face au paternalisme, au racisme, aux violences sexistes et sexuelles et au mépris de classe. Cette difficulté d'accès au travail et cette grande précarité poussent parfois les femmes et minorités de genre migrantes vers d'autres sources de revenus, comme le travail du sexe, qui peut les exposer à des violences, notamment depuis la loi de pénalisation des clients. Et donc, en fait, l'accès à la régularisation au titre de séjour, il est encore plus difficile pour les TDS, forcément, dans ces titres de séjour accordés pour travail dans le secteur en tension. On ne compte pas le travail du sexe. En effet, puisqu'il faut pouvoir justifier de ces revenus, il faut pouvoir avoir toute une démarche administrative qui, au passage, sont en soi discriminantes. Les procédures administratives dans l'administration française, c'est en soi une discrimination vu qu'il faut avoir un bac+2 pour comprendre ce qu'ils nous demandent dans leur formulaire. Et on veut souligner en fait que du coup, cette nouvelle loi Asile et Immigration, elle s'appuie sur une rhétorique fémonationaliste. En fait, le fémonationalisme, c'est la réappropriation des discours féministes, donc nos discours, à des fins racistes et islamophobes. Et ici, on le voit assez clairement que ce projet de loi, il s'appuie sur l'imaginaire des hommes étrangers qui seraient violents, qui constitueraient des dangers pour les femmes blanches et racisées. Le gouvernement, par exemple, entretient le mythe de l'étranger violeur. Et en tant que féminicide, on veut pas... en tant que féministe, je m'embrouille complètement, tellement ça me met en colère. On veut absolument pas que, du coup, nos combats contre les violences sexistes et sexuelles puissent être instrumentalisés de cette manière à des fins racistes, alors que c'est complètement en contresens par rapport au combat qu'on veut mener. Et d'autant que les durcissements pour l'obtention des titres de séjour et régularisation surexposent les femmes et minorités de genre migrantes à ces violences sexistes et sexuelles. Ça n'a vraiment aucun sens de penser que ce genre de lois peuvent être une protection pour les femmes par rapport à ces violences. Par exemple, quitter un conjoint français violent quand l'administration impose aux couples de vivre ensemble pour prouver leur relation et obtenir une régularisation, c'est un dispositif administratif qui crée de la violence et expose les femmes aux violences. Ainsi, la loi Darmanin, elle fait que complexifier et durcir les conditions de vie des personnes sans papier françaises.
elle va renforcer le contrat racial, privant d'accès aux droits, logement, travail, santé, papier, les personnes migrantes et plus largement les personnes non blanches. En qualifiant de délit les atteintes au principe de la laïcité, elle justifie le renforcement des contrôles et accroît la stigmatisation des populations non blanches. Ce projet de loi, il renforce la différence entre soi-disant les bons migrants et les mauvais migrants, conditionne la régularisation des migrants à l'obtention d'un travail et dans des secteurs jugés en tension. Cette loi, elle va d'autant plus toucher les femmes et les minorités de genre qui constituent déjà les personnes précarisées par le système capitaliste en général. Ce texte, il s'appuie sur une rhétorique fémo-nationaliste pour se justifier, mais en réalité, c'est cette même loi Darmanin qui va rendre d'autant plus difficile la vie des personnes sexisées. Et pour finir, le gouvernement fait passer cette loi pour légitimer sa volonté de renforcer la police, les contrôles aux frontières, les constructions de nouveaux CRA, etc. C'est pourquoi nous devons plus que jamais lutter contre cette loi et contre toutes les politiques racistes, sexistes et islamophobes. Notre féminisme est antifasciste, anti-impérialiste, antiraciste et anticolonial. On vous donne donc rendez-vous à Paris prochainement pour se mobiliser contre la loi Darmanin. Il y a plusieurs rendez-vous que Lo va vous donner. On va conclure du coup sur ce qu'il faut faire en fait là pour lutter contre cette loi. Donc déjà il y a ce dimanche là le 3 décembre, il y a une manifestation qui partira de Montparnasse à 14h. Il y a également une AG donc de la marche des solidarités le lundi la 4 décembre à la Bourse du Travail de Paris. Alors on n'a pas l'heure il me semble, mais sûrement vers 18h, quelque chose comme ça. Le lundi 18 décembre, c'est la journée internationale de solidarité aux personnes migrantes. Et donc comme tous les ans, il y aura des mobilisations, il y a un appel à la grève et il y aura une manifestation pour ce qui concerne Paris à 17h à Opéra. Et d'ailleurs, j'en profite là-dessus. Du coup, ils appellent à la grève, mais il n'y a pas encore de préavis de grève qui est déposé pour le moment par les syndicats. Et donc, en fait, il faut faire passer le message à toutes les personnes syndiquées de demander à nos syndicats de déposer ce préavis de grève pour permettre que ce soit non seulement une mobilisation et une manifestation contre cette loi raciste, mais aussi une grève. Parce que c'est par la grève générale, etc., etc. Donc voilà, continuez vraiment à vous informer, à écouter les personnes concernées et à vous mobiliser sur ce sujet. C'était les féministes révolutionnaires, du coup, dans l'émission Mode d'emploi. Merci à Sarah et Alix à la technique. Et donc c'était Nel et Lo à l'animation. Et Valentine pour le reportage sur le piquet de grève à Emmaüs. Il y a Laure aussi qui nous a beaucoup aidé à préparer l'émission. Et puis merci aux personnes interviewées, donc les camarades en grève à Emmaüs et les personnes de collectif sans papier de Montreuil et des Gilets Noirs qui nous ont donné des précieuses informations. Voilà, donc on se retrouve dans la rue et dans la lutte bientôt et on vous laisse sur une chanson de Meryl, La Brume. J'ai l'inconnu sur la plume dans vos vies, je m'installe.